Want some money? Bienvenue sur Juicy Nation, le podcast pour débrider son éducation financière. Je m'appelle Joachim Lemonnier et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un professionnel de l'investissement. Juicy Nation, c'est aussi Juicy.club, un site qui rend des centaines d'opportunités d'investissement visibles et accessibles à tous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site juicy.club, juicy.club, ou dans le lien en description. Ceci étant dit, passons maintenant à la présentation de l'épisode du jour. Dans cet épisode, je suis avec Gabriel Jarosson, le fondateur du club d'investisseurs Léonis Investissement. Et il nous explique en fait comment son parcours de vie, c'est-à-dire il a lancé Léonis il y a 4 ans et on voit très bien l'évolution, c'est-à-dire de quand il était étudiant fauché et qu'il voulait investir dans des startups avec quelques milliers d'euros. Et maintenant, 4 ans plus tard, un club de 400 personnes qui investit plusieurs dizaines de millions d'euros dans des startups de folie dans la Silicon Valley, au Y Combinator, etc. Donc très très intéressant ce parcours, et en plus après il nous explique également quels sont ses critères de sélection de startups. Donc c'est une très très bonne grille d'analyse. On parle beaucoup aussi des différences entre les États-Unis et la France en termes de psychologie de l'investisseur, mais aussi création de start-up. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec ça, et je vous assure, c'est un très très bon épisode. Restez bien jusqu'au bout, il y a des pépites jusqu'à la fin. Salut Gabriel, merci d'être venu dans le Juicy Nation, le podcast qui parle d'investissement. Donc je te laisse te présenter pour que nos auditeurs puissent apprendre à te connaître et connaître ton parcours un petit peu. Donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce que tu en es arrivé à créer un club hyper influent dans le domaine de l'investissement dans les startups. Salut Joachim, merci de me recevoir. Je suis super content d'être là. Écoute, alors pour me présenter, donc je suis Gabriel Jarosson, je suis donc le fondateur du club privé Léonis Investissement. Léonis Investissement, c'est donc un club privé dans lequel je propose aux membres d'investir avec moi dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, des startups que je vais chercher d'une part, et puis bien sûr sélectionner. C'est des startups dans lesquelles moi aussi j'investis mon argent perso, et puis bien sûr ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert à un très grand nombre, puisque le ticket d'entrée, l'investissement minimum que je propose dans ces startups, que je propose aux membres du club, est de seulement 2 000 € par projet. Donc beaucoup de gens croient qu'investir dans les startups, c'est avoir des millions à investir des centaines de milliers d'euros. En fait, avec seulement 2 000 € aujourd'hui, grâce à Léonis Investissement, n'importe qui, entre guillemets, peut devenir investisseur dans une startup à très très fort potentiel dans la Silicon Valley. Ça, c'est ce que je fais. Alors, je peux te raconter comment j'en suis arrivé là, mais tu as peut-être des questions. Voilà, tu vas peut-être me guider, parce qu'il y a une longue histoire. Je vais pas commencer d'entrée de jeu par te raconter toute ma vie, mais dis-moi. C'est clair, c'est clair. Non, mais après, je sais que tu es un entrepreneur, que tu as monté des projets avant Léonis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quel a été le déclencheur en mode où tu t'es dit d'accord, je vais commencer à m'investir justement dans des startups que ce soit en termes de temps ou d'argent. Au tout début, qu'est-ce qui t'a déclenché en fait? Alors, oui, là, ça c'est une très très bonne question. En fait, moi, effectivement, comme tu l'as dit, je suis entrepreneur à l'origine, et donc j'ai toujours, je suis ingénieur de formation, mais même en école d'ingénieur, déjà quand j'étais étudiant, je montais des business. Mon premier client, c'était mon école, etc., etc. Et donc, j'étais passionné par l'entrepreneuriat, et j'étais jeune et fougueux, et donc j'avais toujours 3, 4, 5 projets en même temps. Ce qui est évidemment pas du tout une bonne idée, Ouais. la recette assurée du désastre. Mais j'avais plein de sujets en même temps, plein de boîtes. Tu vois, tous les week-ends, j'avais une nouvelle idée, j'avais été débordant d'idées, et donc tous les week-ends, j'allais monter un nouveau projet. Et en fait, l'investissement au tout début, c'est venu comme ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, investir sur une boîte, c'était comme monter un projet, c'est-à-dire que si ça marchait, on faisait partie de l'aventure, et puis on allait gagner bien sûr de l'argent, mais sans avoir à y passer du temps, parce qu'on a simplement mis de l'argent, mais qu'on n'y passe pas de temps. Et parce que je comprenais, je pouvais pas tout faire. Au bout d'un moment, j'avais des idées, 10 idées à la minute. Et donc, quand je trouvais des business sympas, intéressants, je me disais, c'est génial, je trouve que c'est une bonne idée. Eux, ils le font. Donc, pourquoi est-ce que j'investirais pas, mon argent là-dessus? Donc, au tout début, c'est venu comme ça. J'ai commencé par investir tout seul. Et puis, l'idée du club, elle m'est venue après. Elle m'est venue parce que j'avais pas assez d'argent pour investir. Moi, j'étais un modeste étudiant ou très jeune entrepreneur. Je gagnais pas du tout bien ma vie. Je gagnais même très très mal ma vie, on peut le dire. Et donc, j'avais très peu d'argent pour investir, et je trouvais des super boîtes dans lesquelles investir, et ils me disaient, oui, mais si tu veux investir, il faut avoir 50 000 €, 100 000 €, etc., etc. Et donc j'étais
bloqué. Je me disais, mais comment je fais? J'aurai cet argent peut-être quand j'aurai 50 ans, tu vois. Et à côté de ça, j'avais plein de copains qui avaient vu ce que j'avais fait. J'ai quand même réussi à faire au début très jeune quelques investissements, pas du tout autant que ce que je voudrais à cause du problème d'argent que je viens de mentionner, mais quand même certains. Et donc, j'ai fait très vite des belles opérations, des sorties positives, j'ai gagné de l'argent, et j'avais plein de copains que ça intéressait, qui étaient curieux, qui m'ont dit, bon, bah, Gabriel, attends, t'as gagné de l'argent là sans rien faire, t'as mis 5 000, on t'a rendu 15 000, toi t'as gagné 10 000 euros, t'as rien fait, c'est génial, comment on fait, partage-nous les bons plans, etc. Et donc, voilà, j'avais ces deux choses, d'un côté ce problème, pas assez d'argent, de l'autre côté ces gens intéressés qui me disaient, mais c'est super, partage-nous les bons plans, et c'est là en fait où j'ai eu l'idée, donc en 2017, de créer Léonis Investissement, d'ailleurs de créer un club où on allait se rassembler pour tout simplement avoir une plus grande force de frappe financière, tout simplement, et accéder à des deals. Donc on a commencé bien sûr avec des deals français, puis aujourd'hui on le fait dans la Silicon Valley. Très intéressant. Moi, ce qui m'a particulièrement, touché dans ce que tu nous as expliqué, c'est, le côté, bon, bah, voilà, je peux pas monter, 10 startups en même temps et du coup, une bonne manière, en fait, de s'intéresser à un marché, à un domaine. Alors après, on va discuter un petit peu plus en détail de tes spécialités en termes de type de startup, mais, je trouve ça très intéressant de se dire: «OK, je peux pas investir, mon temps dans cette idée. Par contre, je peux investir dans mon argent dans, la boîte de certaines personnes qui sont très compétentes pour exécuter cette idée et du coup, c'est une manière d'y être, sans passer des années à construire un produit, à développer l'équipe et cetera. Mais, juste, c'est quand même quelque chose, mais en y mettant, de l'argent et éventuellement peut-être un petit peu de temps, vu que tu as des compétences entrepreneuriales, tu peux aussi servir de coach à certains moments, étant donné que l'investisseur aussi, il est pas juste là pour mettre de l'argent. Il est là pour apporter, peut-être, une forme de dynamique, et peut-être pour pouvoir, Ça par peut, moment, apporter ouais, des éléments de réponse aux questions que peuvent se poser, des entrepreneurs. ouais. Ça peut, en tout cas, ce que tu dis là, effectivement, c'est hyper important de le comprendre parce que on a tous 24 heures, toi, moi, mais y compris Jeff Bezos, Warren Buffett, on a tous 24 heures. Mmh. Par contre, l'argent, on peut en avoir plus ou moins. Et donc, effectivement, tu vas pas pouvoir faire tous les projets du monde. Par contre, tu peux investir, potentiellement, tu pourrais investir dans 1000 boîtes ou même 10 000 boîtes. Mmh. Que tu pourrais jamais monter dans une vie entière. Mmh. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment de démultiplier, en fait, et de presque de se cloner, sauf que justement, c'est pas nous qui faisons le projet, c'est quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, il faut le dire, ça peut être des gens qui sont meilleurs que nous pour faire ce projet, qui sont plus compétents. Mmh. Donc, non seulement ça nous économise du temps, mais en plus, c'est des gens finalement plus compétents que nous qui vont travailler sur ce projet. Donc, c'est doublement intéressant. Ouais. Bah oui, parce qu'après on peut pas monter plein de projets en même temps et en plus de ça, il y a certains projets qui nécessitent certaines compétences, qu'on mettrait peut-être des années et voire des dizaines d'années à avoir parce que souvent enfin, moi j'ai entrepris très jeune, mais je comprends aussi ce qui fait la différence entre un jeune entrepreneur et quelqu'un qui a plus d'expérience et de vécu. C'est que, bah, pour monter une boîte, bah, déjà tu as du cash, donc tu vas aller chercher des fonds, mais peut-être qu'après, avoir, développé un premier produit et en plus de ça, tu as de l'expérience, tu as du réseau qui vont, en fait servir de levier, au développement de ta boîte, quoi. Donc heu, donc justement, vu qu'on parle de ça, moi j'aimerais un peu connaître, parce que tu dois en voir passer, des centaines, des startups. Moi j'aimerais connaître un petit peu ta sauce Des secrète, milliers. des milliers, ouais, même. Donc tu dois avoir une sorte de grille d'analyse, j'imagine pour sélectionner des belles boîtes parce qu'après voilà, tu peux pas investir dans toutes les boîtes non plus. C'est-à-dire que tu peux pas toutes les monter, tu peux pas investir dans toutes les boîtes. Donc il faut sélectionner, je pense avoir une certaine rigueur en termes de grille d'analyse. Si tu veux bien la partager avec nous, pour comprendre en fait quelle est ta méthodologie, en interne. Bien sûr, ouais, ouais, avec plaisir. Alors, bien sûr, je suis ravi de la partager avec toi et avec tous nos auditeurs. C'est pas un secret puisque c'est détaillé. Enfin, c'est le sujet de mon livre. J'ai choisi de partager vraiment ma sauce secrète, de pas la garder que pour moi. Bon, cela dit, voilà, comme ça fait 150 pages dans un bouquin, là, je vais pas tout vous raconter. Sinon, c'est un podcast qui va durer Oui, 4 heures, mais on peut je vais quand même vous, voilà, vous extraire l'essentiel. Alors, déjà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je n'investis pas. Et donc ça permet de les éliminer. J'investis donc que aux États-Unis, donc ça élimine beaucoup, quand même déjà beaucoup d'autres régions. Alors pourquoi aux États-Unis? Bah parce que c'est là où sont les meilleures boîtes, c'est là où sont les meilleures startups qui donnent les meilleurs résultats, les boîtes les plus connues dans le monde, Facebook, Google, Airbnb, Uber, tout ce que tu veux. C'est que des boîtes de la Silicon Valley. Et donc comme elles réussissent, c'est ces boîtes qui vont rapporter le plus aux investisseurs. Donc c'est là où les investisseurs, les membres du club privé,
qui me font confiance vont gagner le plus d'argent. Donc Donc que aux États-Unis. sur ce point-là, Ouais, vas-y. ça veut dire que, il y a plus de facilité à se faire racheter quand on est une boîte américaine, ou à faire une IPO parce qu'ils font beaucoup d'IPO aux États-Unis aussi, d'introduction en bourse quoi. De ce point de vue-là, ça c'est un critère qui va, peut-être améliorer, on va dire, la revente ou le délai de revente quoi. Absolument. Donc tu as précisé, il y a 2 choses et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en startup, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle un exit. Donc c'est soit quand la startup se fait racheter, soit quand elle entre en bourse. Et donc effectivement, comme tout un chacun peut l'observer, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de rachats aux États-Unis et notamment, pas que, mais notamment dans la tech parce qu'on a tous les GAFA, Mmh. qui rachètent à tour de bras et Ouais, pas que les GAFA, toutes les grandes boîtes, cotées. mmh, Et puis on a beaucoup, beaucoup plus aux États-Unis d'entrées en bourse aussi. mmh. Énormément. Alors qu'en France, on n'a aucune entrée en bourse, hein. Il n'y a pas de start-up française qui rentre en bourse. Ce qui est dommage, mais évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup moins de sorties pour les investisseurs. Or, quand on investit dans une startup, s'il n'y a pas de sortie, ben, on n'a pas gagné d'argent. Mmh. Donc, le but, c'est vraiment de sortir. Donc, les États-Unis, là-dessus, sont voilà, 10 fois plus intéressantes, ou même 100 fois plus, 1000 fois plus. Enfin, il n'y a même pas de. Voilà, beaucoup, beaucoup plus intéressantes que la France. Donc, c'est l'un des éléments qui fait que je m'intéresse aux États-Unis. C'est pas le seul, il y en a plein d'autres, mais c'est l'un des éléments. Ouais. Juste pour faire encore, continuer à discuter un petit peu de la différence entre la France et les États-Unis, vu que c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que tu penses toi des initiatives, comme le Next, 40 qui essaie en fait, de créer une sorte de l'idée ça serait de créer une cotation pour les grosses startups françaises quoi, pour les quelques licornes et les boîtes un peu, hype, en France, du style, par exemple, Alan, Blablacar, des choses comme ça quoi, Algolia, parce que c'est quand même des Alors, belles boîtes, dans le sens où, ça c'est des belles boîtes, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Non, c'est des belles boîtes. Alors, écoute, bien sûr, c'est une question qu'on me pose hyper souvent parce que je dis aux gens, mais moi, je suis français, j'investis ailleurs, et les gens me disent, mais pourquoi en France, regarde, etc. Donc, en fait, je peux te dire plusieurs choses. Premièrement, moi, je suis pas anti-français, je fais pas de French bashing, j'adore la France, c'est un très beau pays. Mmh. Et ce qui se passe en France en ce moment, dans l'écosystème startup, il faut le dire, c'est exceptionnel. Il se passe des choses, franchement, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment en France dans les startups. Il y en a de plus en plus. On a des très 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 belles boîtes. Et franchement, hein, il se passe énormément de choses et c'est l'un des écosystèmes au monde avec la meilleure croissance. D'accord. Maintenant, on a quand même 20 ans de retard sur la Silicon Valley. Donc, Mmh. on avance, il se passe des choses, on progresse. Moi, aujourd'hui, je considère que j'ai beaucoup plus intérêt encore aujourd'hui à investir dans la Silicon Valley. Je peux choisir, je peux faire les deux. Je peux investir en France, j'ai toutes les startups qui me demandent d'investir, mais je préfère le faire aux États-Unis. Donc, ce qui se passe en France, c'est super. Maintenant, pour répondre à ta question de ce que je pense du Next 40, le fait de coter, d'avoir une liste, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas mal parce que ça les fait connaître, mais bon, c'est que de la com, Oui, pour l'instant, il y c'est a de la RP. pour l'instant, il y a Voilà. rien qui s'est Ce qui est fait. important, voilà, ce qui est important, c'est l'écosystème. Et c'est ça qui fait la valeur de la Silicon Valley, c'est que c'est l'écosystème, que c'est connu mondialement, etc. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve que ce qui se passe en France en ce moment est exceptionnel, parce qu'on est en train de construire cet écosystème en France. Mmh. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'on part de zéro. La Silicon Valley, ça fait 30 ans qu'ils ont leur écosystème. En France, on part de zéro. Il se passe des choses, encore une fois, qui vont vraiment dans le bon sens. Donc je pense que peut-être dans 30 ans, puisque ça fait 5 ans que ça se passe en France, peut-être que dans 25 ans, on aura une Silicon Valley à la française. Aujourd'hui, il est trop tôt. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'investis aux États-Unis, mais je n'exclus pas du tout de revenir investir en France Mmh. si effectivement la France devient une mini Silicon Valley européenne. Et encore une fois, ça en prend le chemin. On n'a pas de certitude. La Silicon Valley restera peut-être toujours au-dessus, mais ce qui se passe en France, c'est très bien. Voilà. Mmh. OK, je trouve, tu as entièrement raison dans le sens où tu l'exclus pas, mais c'est juste que pour l'instant, tu sais que, en te tournant vers les États-Unis, tu auras de meilleures performances et plus d'exits, et du coup, les membres du club seront plus satisfaits. Exactement. Donc c'est tout à fait logique, en fait. Tu peux nous parler un petit peu du deuxième critère, on va dire? Je suis sûr que c'est l'équipe, parce que quand même, quand il y a une boîte, Alors, c'est ça, non? ouais. Non, alors, j'ai pas encore attaqué mes critères, mais je vais te parler des critères. Effectivement, l'équipe, je le mets toujours même en premier hein, dans mes Ouais. critères parce que c'est le plus important. Juste avant de te parler des critères, tu me demandais comment je décide dans quoi investir. Donc, il y a des choses dans lesquelles j'investis pas. Donc, j'investis pas en dehors des États-Unis pour le moment. Et par exemple, j'investis pas dans tout ce qui va être médical, medtech, biotech, etc. C'est très très à la mode en ce moment. Mmh mh. Moi, je suis pas médecin. Je connais pas ces sujets-là, donc j'ai pas la prétention d'avoir un niveau de connaissance suffisant et de compréhension. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique, donc la tech, je comprends bien, la médecine, je comprends moins bien. Donc j'investis pas là-dedans. Mmh. Donc ça exclut pas mal de choses dans l'innovation, dans les startups, etc. Et puis
je n'investis pas dans les produits physiques. Alors là aussi, ça exclut énormément de choses. Donc moi, je vais que faire du digital, de l'immatériel, voilà. Dès que ça prend un produit physique, je n'investis pas. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les produits physiques ont des structures de coûts plus importantes, les sociétés, puisqu'elles doivent produire. Pour chaque produit vendu, pour chaque iPhone vendu, il faut produire un iPhone, payer les matériaux, payer les salariés, même si c'est des Chinois qui vont le monter, etc., payer le loyer de ton usine, payer le loyer de ton magasin et de ton point de vente, payer le salaire des vendeurs, etc. Donc, il y a des structures de coûts plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent en vendant des produits physiques. Évidemment, on peut. Je viens de citer Apple, c'est un très très bon exemple. Ils gagnent énormément d'argent en vendant des produits physiques, mais c'est pas ce qui, moi, m'intéresse. Moi, je vais investir dans des boîtes 100% digital, online, qui sont un peu les startups de demain, évidemment, même s'il y a aussi sûrement des startups très innovantes dans les produits physiques, mais moi je les exclus, c'est un choix, tout simplement. Voilà. Okay. Donc déjà, j'exclus tout ça. Ensuite, à l'intérieur de ce qui reste, c'est quand même beaucoup de choses encore, des startups digitales aux États-Unis, ça en reste encore beaucoup. Là, effectivement, j'ai des critères de sélection assez nombreux, donc je peux t'en parler de quelques-uns. Donc il y a l'équipe, il y a l'unfair advantage, en français on dirait l'avantage injuste, c'est qu'est-ce que cette startup a comme avantage qui est injuste dans le sens où les concurrents ne pourront pas avoir cet avantage. C'est la barrière à l'entrée. Donc qu'est-ce que c'est ? On peut appeler ça la barrière à l'entrée, par exemple. Voilà. L'idée, si tu veux, c'est de dire si va forcément y avoir des concurrents si le projet commence à fonctionner. Et donc, comment on sait que c'est cette boîte-là qui va fonctionner ? Donc, ça peut être une barrière à l'entrée, mais ça peut être autre chose. Un unfair advantage, il y a plein de choses différentes. Ça peut être un brevet, ça peut être ce qu'on appelle une secret sauce, quelque chose que tu es le seul à savoir faire. Ça peut être une marque connue, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être les fondateurs aussi, par exemple. Ça peut être les fondateurs. Quand tu as par exemple 2-3 fondateurs qui ont déjà monté des boîtes, qui ont fait des exits, en quelque sorte, ils ont un unfair advantage parce que quand ils vont aller voir des investisseurs, ils pourront montrer leur historique et du coup, l'investisseur va se dire: «OK, eux, ils savent ce qu'ils font en quelque sorte». Ils vont pouvoir effectivement lever plus de capital sur leur expérience. Ils auront tout un réseau à activer. Ils auront toute l'expérience d'avoir déjà créé. Et donc, effectivement, face à des first-time founders, des gens qui créent pour la première fois, ils auront un avantage certain. Donc, ça peut effectivement en faire partie. Il y a plein de choses. C'est quasiment infini, les unfair advantage. Mais il faut que la startup se dise quel est son unfair advantage. Qu'est-ce qui la démarque ? Qu'est-ce qui la protège ? J'investis sur des boîtes qui sont sur un grand marché, qui font de la marge. Qu'est-ce que je peux te dire ? Des boîtes qui sont scalables, des boîtes qui savent comment gagner de l'argent. Donc tout ça, c'est tout un tas de critères différents sur lesquels je passe rapidement, mais il y a plein de choses. Et puis je voudrais te parler d'un autre critère très important. C'est souvent... il y a peu de gens même des professionnels des fonds d'investissement, etc., qui respectent ce critère-là. C'est souvent oublié, même par des professionnels, encore plus par des amateurs. J'investis sur des boîtes qui démontrent une traction en termes de revenus. Alors, qu'est-ce que c'est une traction en termes de revenus ? Une traction, c'est non seulement une boîte qui a des revenus, une courbe en croissance, mais une croissance qui s'accélère, c'est-à-dire une accélération de la vente et de la commercialisation, une accélération du chiffre d'affaires et de la croissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de répondre à énormément de problématiques. Il y a beaucoup de gens qui créent des boîtes. Tu sais, on dit la fameuse statistique 9 startups sur 10 échouent. Et en fait, 9 startups sur 10 échouent parce qu'en général, elles n'arrivent pas à cette phase d'avoir de la traction. Alors pourquoi elles n'y arrivent pas ? Elles n'y arrivent pas parce que les fondateurs savent pas créer le produit. Ou alors ils savent créer le produit, mais ils savent pas le commercialiser. Ou alors ils savent le commercialiser, mais il n'y a pas de marché, ça intéresse personne. Ou alors ça intéresse, mais ils le vendent trop cher. Ou alors ils savent pas le vendre de la bonne façon. Tout ça est possible. Tout ça, c'est des barrières qui font que y a beaucoup de projets entre l'idée et la traction qui vont capoter à ce moment-là. Si on a de la traction, on a déjà résolu tous ces problèmes-là parce qu'on sait que ça plaît, on sait qu'ils ont été capables de faire le produit, on sait que ça rencontre son marché, on sait que c'est vendu au bon prix, on sait que ça plaît aux clients puisqu'il y en a de plus en plus, etc. On a toutes ces réponses-là. Et donc, l'idée en fait pour Léonis Investissement, et c'est ça mon métier et ma spécialité, c'est de trouver des boîtes qui sont pas trop jeunes, qui sont pas au stade 0, qui n'ont pas encore commencé, qui sont pas trop hautes dans le ciel, qui sont des boîtes géniales, etc. Parce que là, elles ont plus besoin de nous, elles vont faire appel à des super investisseurs plus connus que nous, etc. Mais trouver le sweet spot entre les deux, de boîtes qui sont pile en train de démarrer, qui commencent à avoir une petite accélération commerciale et ça y est, ça commence à venir tout de suite et ils veulent simplement lever de l'argent pour accélérer et qui sont pas encore devenus des boîtes gigantesques. Comme ça, on investit au tout début, pas cher et on peut faire des super plus-values. Okay. Donc ça, c'est vraiment ma secret sauce.
Et voilà, c'est ce que je fais depuis des années et c'est ça qui m'a amené beaucoup de succès. Vis-à-vis de cette, de justement de cette courbe de croissance, là où tu vas, identifier l'attraction, c'est sur des boîtes qui généralement vont être dans une phase, voilà, de démarrage. Enfin, ils ont déjà démarré dans le sens où ils ont un produit, ils commencent à le commercialiser et toi, tu vas regarder quoi? L'attraction sur les 3-6 derniers mois, pour essayer de déterminer, si ça paye, quoi? Oui, par exemple, Mmh. absolument. Ouais, ouais. OK. Ça peut être les 3, les 6 derniers mois, ça peut être les 2 dernières années Oui. si c'est ça qui peu importe. L'idée, si tu veux, c'est de voir, qu'il y a une accélération. Quand il y a une accélération, en fait, c'est ça qui est génial. C'est que quand tu investis à ce moment-là, au début de l'accélération, eh ben, en théorie, alors tu en as jamais la certitude, mais en théorie, l'accélération, elle va continuer après que tu aies investi. Elle devrait même, s'accélérer encore plus Oui. parce que tu vas leur donner des fonds, tu vas leur donner des moyens de se développer encore plus vite. Et donc, c'est ça qui est vachement bien, c'est que tu investis à un instant T, mais tu sais que la boîte, elle est en train d'accélérer, qu'elle va se développer, donc tu sais quasiment avec certitude. Alors, on n'a jamais de certitude dans l'investissement. Attention, Mmh. moi, je prétends pas avoir une boule de cristal et savoir lire l'avenir. Donc, mais la boîte, elle est en train d'accélérer. Tu te dis, bah, normalement, dans un an, elle aura continué d'accélérer, elle aura beaucoup plus de clients, elle aura beaucoup plus de chiffre d'affaires, et donc elle vaudra beaucoup plus. Et donc, en investissant de cette façon, on est quasiment certain de gagner de l'argent, si tu veux. Alors en fait, on n'est pas du tout certain, parce que la boîte peut se planter plus tard, elle peut ne jamais se faire racheter. Enfin, il peut arriver 10 000 problèmes à une startup, et c'est bien pour ça que c'est dangereux, évidemment, d'investir dans les startups. Enfin, pas dangereux, pardon, mais risqué. Mmh. C'est ça le terme. Ouais. On dit que c'est risqué, et c'est risqué. Donc, c'est évidemment risqué. Mais voilà, quand la boîte elle est en train d'accélérer, on se dit bah elle va pas stagner quoi. On sait qu'elle va se développer et donc qu'elle va voilà, valoir plus. C'est déjà un bon début. Mmh. C'est déjà un bon début. Oui, quand tu dis c'est risqué, ce qui est risqué, quand tu investis dans les startups, c'est, d'investir dans les startups sans avoir aucun filtre. Donc ça veut dire que si tu as aucun filtre et que tu prends, les startups qui passent, bah, 9 fois sur 10, tu vas pas revoir ton argent. Mais si tu as un système Absolument. de filtrage et que tu vas essayer de sélectionner les, 10 de startups qui réussissent, bah, dans ces 10 là, tu vas en avoir qui réussissent et qui vivotent, mais qui vont pas forcément se revendre, j'imagine, et tu vas en avoir d'autres qui vont bien marcher, qui vont se revendre, et peut-être, je sais pas, 1 ou 2 de ces 10, si tu arrives à mettre la main dessus, bah, peut-être qu'elle ira jusqu'à l'IPO et qu'elle s'introduira en bourse. Après c'est il me semble que c'est quand même, voilà, faut avoir quand même, pas vraiment besoin de cet argent parce que ça reste un investissement illiquide dans le sens où, tu peux pas revendre tes actions, quand tu veux, quoi. Absolument. Alors, tu as mentionné 2 points extrêmement intéressants. Premièrement, effectivement, l'investissement dans les startups, on appelle ça une répartition discrète des gains. Ce que ça veut dire en français, c'est qu'effectivement, tu vas avoir en général une startup ou une toute petite partie de tes investissements qui vont te rapporter la majorité, voire la totalité de ta performance. Donc, effectivement, c'est exactement ce que tu as dit. Il y en a quelques-unes qui vont vivoter, il y en a quelques-unes qui vont se planter, et puis tu vas en avoir peut-être une qui va exploser. Mais effectivement, dans les startups, tu peux multiplier ta mise initiale par 100 et même par 1000 et même plus que 1000, hein, ça arrive notamment dans la Silicon Valley. Donc effectivement, si tu as investi 2000 euros, que tu multiplies par 1000, ça veut dire que tu récupères 2 millions d'euros. Bon, bah, il suffit que ça arrive une fois dans ta vie, et même si tout le reste, tu l'as paumé, tu vois, il n'y a aucun problème, tu seras super content. Donc ça, c'est la répartition discrète. Et c'est pas du tout la même chose que d'autres types d'investissements. Mmh. Et puis effectivement, tu l'as mentionné, mais c'est important de le dire. Effectivement, par contre, le revers de cette médaille-là, Mmh. c'est qu'effectivement, c'est de l'investissement pas du tout liquide. On entre, mais on sait jamais quand est-ce qu'on va sortir, et on peut pas sortir quand nous on a envie. On sort quand la startup se fait racheter ou se revend, donc c'est pas nous qui contrôlons. Et effectivement, c'est du long terme. Ça peut être 5 ans plus tard, ça peut même être 10 ans plus tard. Donc effectivement, il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin, et ça apprend la patience. C'est bien, c'est une bonne école. Ça apprend à être patient. Ouais, c'est ça et puis surtout, c'est ce qui est aussi un plaisir, c'est de voir cette boîte grandir. Parce que bon, si on est là, au début, on va dire peut-être, après la première année de lancement et cetera et qu'on voit, parce que j'imagine que bon, bah, voilà, tu fais du reporting et puis même genre les entrepreneurs en quelque sorte, t'envoient, peut-être des updates tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être dans ces eaux-là et du coup, tout le monde reste informé, suit un petit peu la boîte et puis pourquoi pas, si c'est du logiciel ou quoi, enfin si tu es un professionnel et que tu vois une super boîte, notamment ça se fait pas mal. Moi, je sais que je le fais pas mal en bourse, mais souvent j'investis dans des entreprises dans lesquelles je suis client, en fait. Bien Heu sûr. et Ouais, heu ouais, tout à fait. et je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir, je pense, cette approche, éventuellement dans les startups. Alors peut-être après ça peut avoir un point de vue biaisé, mais d'un autre côté, ça peut être vraiment intéressant dans le sens où on a participé
à la croissance de cette boîte, quoi, d'une certaine manière, vu qu'on a mis, Tout à fait. de l'essence dans la machine et du coup, elle a pu avoir, de quoi faire encore quelques kilomètres. Ouais, ouais, absolument. Alors moi, j'utilise beaucoup, bien sûr, hein, les produits des startups dans lesquelles j'investis, et je mets en fait beaucoup en relation mon réseau, enfin mes startups entre elles dans lesquelles j'ai investi, Mmh. pour qu'elles soient clientes les unes des autres et qu'elles s'entraident. Mais effectivement, tu fais très bien de le dire. C'est que c'est évidemment il y a une partie financière. Hein, on parle d'investissement, donc c'est normal, on veut gagner de l'argent. Mais effectivement, l'investissement dans les startups est vraiment euh, très satisfaisant en fait. Parce que, enfin, c'est ce que me disent mes membres, mais c'est vraiment comme ça qu'ils le ressentent. Parce que en fait, effectivement, tu l'as mentionné, on suit une aventure, et en général, on va vraiment soutenir des gens assez tôt, assez jeunes, pas jeunes en âge, mais assez jeunes dans leur aventure, et jeunes en âge aussi, ça peut ou pas, mais et vraiment, ils ont un rêve, ils ont une idée, ils sont compétents. On va les soutenir, on va leur permettre de mettre en application tout ça. Au passage, évidemment, on va créer de l'activité économique, on va créer de la richesse, on va créer des emplois, et on suit cette aventure qui parfois part de zéro. Et effectivement, on a des petits fondateurs, c'est une équipe de 3 personnes, et puis quelques années plus tard, on se retrouve à avoir un chef d'entreprise qui a des centaines, des milliers de salariés, qui est devenu une boîte énorme et qu'on a vu grandir au fur et à mesure. Et ça, c'est vrai que c'est absolument fascinant comme aventure humaine de suivre ça. C'est très 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 plaisant. Ouais, j'imagine, j'imagine et du coup, moi, je me demandais comment tu rencontres ces entrepreneurs? Ils viennent à toi ou tu vas les chercher? En fait, l'idée, c'est tu es français, et comment tu as réussi à te créer un réseau, aux États-Unis, rentrer notamment au Y Combinator et cetera? Tu y allais, vraiment en mode, tout feu tout flamme, on va voir si ça passe ou tu as construit ça enfin, j'imagine que tu as construit ça petit à petit parce que ça fait quand même 4 ans que tu as créé Léonis. Donc, ouais, j'aimerais bien comprendre en fait, comment tu arrives à rentrer en contact et à gérer un petit peu toutes ces startups, qui viennent se présenter à toi? Ou Ouais, l'inverse? absolument. Alors, ouais, effectivement, c'est vrai. Alors, déjà, je peux te répondre, bah, c'est mon métier. C'est-à-dire que je fais ça à plein temps. J'ai vraiment, je consacre beaucoup de temps à ça parce que mon métier, c'est de trouver et de sélectionner, mais déjà de trouver des startups américaines. Donc, euh, au tout début, j'ai commencé effectivement avec mon réseau, les Français que je connaissais aux États-Unis, et j'y ai beaucoup été. Hein, il faut dire, j'ai beaucoup été sur place, rencontrer du monde, réseauter, etc., etc. Ce que je peux te dire, ce qui m'a vraiment aidé en fait, c'est qu'en fait j'avais commencé à le faire en France avant. Donc j'avais déjà mon club, on avait déjà investi dans des boîtes, et donc c'est pas du tout la même chose si tu veux d'arriver aux États-Unis en disant coucou c'est moi, Mmh. voilà salut, c'est Gabriel, et de dire coucou c'est moi. Quand je suis arrivé aux États-Unis, on investissait déjà des chèques d'à peu près 150 000 dollars dans des startups. Donc je suis arrivé en disant non pas coucou c'est moi, je suis le petit français, je viens en touriste, mais coucou c'est moi, je voudrais investir des tickets de 150 000 dollars dans des boîtes américaines. Mmh. Et donc, si tu veux, ça te donne quand même une certaine crédibilité. Alors, pour ne rien te cacher, c'est hyper drôle, hein, l'histoire est vraie. Au tout début, les mecs, ils y croyaient pas. Ils m'ont dit, mais l'argent va jamais arriver, c'est des conneries, etc. Ils ont dit, c'est quoi cette histoire de ce français? Et le mec, il a dit, bon, écoute, on verra bien. Et puis, tu vois, quand l'argent est arrivé, on a vu qu'on investissait vraiment, et l'autre, il a rappelé, il a dit, mais c'est vrai, ça marche les trucs, il t'a envoyé l'argent. Il dit, ouais, ouais, ils étaient super surpris, tu vois. Bon, ils y croyaient pas. Et donc, petit à petit, j'ai commencé comme ça. Donc, le tout premier investissement, c'était un contact. C'était un copain qui m'a dit, tiens, va voir ça, je te présente le gars. Si tu veux, même si t'es français, il te laisse investir, etc., etc. Et puis, petit à petit, tu construis ta légitimité. Et si tu veux, maintenant, les entrepreneurs, ils se connaissent entre eux. Ils disent, ah, mais t'as investi dans cette boîte-là qui est américaine et dans cette boîte-là. Et là, t'as investi, donc au début, c'était 150 000, après, c'était 300 000, après, c'était 500 000. Donc, en plus, on est sur des sommes maintenant importantes qui les intéressent, eux. Et comme ils voient en arrière ce qu'on appelle le track record, ils voient tous les investissements qu'on a fait aux États-Unis, et ben ils se disent, bah voilà, ce gars est sérieux, il investit dans des. Alors j'ai la chance, toujours les entrepreneurs me disent, mais on adore ton portfolio, on trouve que tu as fait des super bons choix, et donc ils me disent, on serait presque honoré entre guillemets que tu investisses chez nous, parce que si on peut être dans cette collection de cette sélection de belles boîtes, Mmh. donc voilà, beaucoup de fondateurs me disent ça. Ouais. Ça fait pas tout, mais c'est toujours important. Et voilà, il y a énormément de choses. Donc c'est des contacts du réseau, et puis c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que j'ai pas, je suis pas venu avec mes belles paroles. J'ai effectivement investi, je l'ai fait. C'était pas simple, hein. Je peux te dire que voilà, pour rapatrier des centaines de milliers de dollars de la France dans la Silicon Valley, sans connaître au départ, je connaissais même pas enfin, tu vois, j'ai dû me familiariser avec tous les lois là-bas, comment on investit, les avocats, tous les papiers administratifs. Enfin, voilà, c'était assez monstrueux, mais je me suis fait accompagner, j'ai pris mon mal en patience, j'ai fini par voilà. Mmh. Et voilà. Et effectivement, alors depuis un peu moins d'un an,
c'est tout récent, hein, tu vois. Au bout de 3 ans et demi seulement du club, j'arrive à intégrer le Y Combinator. Donc le Y Combinator, pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus grand incubateur du monde de la Silicon Valley. C'est là d'où sont sorties des boîtes extrêmement extrêmement connues, Dropbox, Coinbase, Airbnb, Stripe, Twitch. Donc voilà, c'est juste mais un mastodonte, hein, ça crée les plus belles boîtes au monde. Effectivement, j'ai réussi à rentrer dans le Y Combinator. Je suis un des seuls Français. Je connais 2 autres Français, hein, qui y sont. Donc je crois qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde. En tout cas, je crois que je suis le seul à le faire partager à d'autres, aux membres du club, hein, bien sûr. Donc voilà, j'ai réussi, mais parce que pareil. Alors, comment j'ai réussi? Parce que j'avais investi dans des boîtes. J'ai eu la chance d'investir dans une boîte française qui a ensuite intégré le Y Combinator. Et donc, c'est cette boîte qui m'a présenté à ces personnes-là, qui sont très difficiles d'accès, inaccessibles. Et mais ça suffit même pas d'être présenté. Ensuite, ils ont bien sûr vu que j'investissais et que j'étais là pour apporter de l'argent, si tu veux. J'étais pas là pour faire joli ou pour juste être curieux et regarder. T'étais Non, pas là j'étais là pour pour vraiment faire, investir. t'étais pas là pour faire de la Voilà. politique, quoi. T'étais là pour faire du Pas là business. pour enfiler des perles, comme on dit. Voilà. Donc j'étais vraiment là pour investir. Donc c'est ça qui leur a plu. C'est pour ça maintenant qu'ils me réinvitent. Et effectivement, voilà, c'est comme ça. Ça s'est construit au fur et à mesure avec une crédibilité. C'était loin d'être facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me donne accès à toutes ces boîtes et ça permet de faire ces super investissements. Donc je suis bien content de l'avoir fait. C'est intéressant parce que bon, on voit que les débuts étaient difficiles, quoi. Que ça s'est pas fait Bien en un sûr. jour et qu'au bout de 3 ans seulement, on va dire, t'as eu le tampon d'approbation, tu été approuvé, quoi, par le Y Combinator et tu pu, aujourd'hui, du coup, tu peux avoir accès à des meilleurs deals encore, qui sortent Absolument. de ce fantastique incubateur donc ouais, trop cool d'en arriver là parce que quand même ça a dû être, enfin, j'imagine que l'écosystème est un peu différent, que tu t'en parlais tout à l'heure, mais entre les États-Unis et la France. Ah oui. Ah Je oui. pense en France, il y a beaucoup de blabla et cetera et aux États-Unis, tu arrives, combien tu mets sur la table, quoi? Genre direct ça Absolument. parle d'argent, quoi. Genre, on va pas Ah tourner mais autour du pot. complètement. Alors, ouais, alors tu fais bien d'en parler parce que, alors effectivement, les différences sont nombreuses, mais alors un truc qui est complètement dingue, c'est effectivement l'efficacité, quoi. Les États-Unis, c'est business, business, business. Je te donne un exemple qui va te faire rire et qui est vraiment illustrateur. Et je pense que, mais tu le sais parce que voilà, t'es au courant de comment de cette différence-là. Donc en fait, voilà, mais je le raconte pour nos Ouais. auditeurs. C'est une levée de fonds en France, c'est 3 à 6 mois. Le temps de se revoir, de machin, de signer les papiers, de tout mettre en place, machin. Une levée de fonds en France, c'est 3 à 6 mois. Vous demandez à n'importe quel entrepreneur, même quand il a trouvé le fonds d'investissement, quand il dit OK, on va investir, le temps de boucler le deal, de vraiment le faire, c'est 3 à 6 mois. Aux États-Unis, une levée de fonds, c'est 1 à 2 semaines. Et c'est complètement hallucinant. Alors, moi, au début, j'étais pas du tout armé, équipé pour aller aussi vite. J'étais en panique totale. Et donc, la première levée de fonds qu'on a fait aux États-Unis, le premier investissement, eux, ils voulaient boucler en 15 jours. Nous, on a mis 2 mois. Et les mecs, ils ont pété un câble. Ils ont dit, mais plus jamais on investit avec ces abrutis de français. Ils sont trop nuls. Ils nous font perdre notre temps. C'est horrible. Je crois que je me Donc, souviens, de ce deal. Je crois que je me souviens de ah bah, t'étais dedans en plus. Ah oui, bah voilà, oui. tu vois. Donc, Attends, hallucinant, tu vois. c'était quelle, boîte? On peut faire un peu de name dropping, Non, non, on va pas, on va pas balancer les noms, mais juste complètement hallucinant en fait. Voilà, à quel point le décalage, si tu veux. Et moi, j'étais pas prêt, tu vois, je connaissais pas. Moi, j'arrivais, j'étais pas prêt, j'étais vraiment pas prêt. Et donc les mecs ont juste halluciné. Ils m'ont détesté. Ils ont dit, mais ce mec, il est nul. Plus jamais on veut entendre parler de lui. Finalement, ça s'est très très bien terminé, donc il y a pas de souci. On a fait la paix après. Mais donc voilà, je me suis adapté, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on sait investir rapidement dans la Silicon Valley. C'est obligé, hein, sinon on pourrait pas faire le métier. On pourrait pas faire Léonis Investissement. Mais voilà, juste pour te dire que ça illustre vraiment l'énorme différence entre la France et la Silicon Valley, et c'est une différence globale, quoi, de mindset. Ça, c'était simplement une illustration. Ouais, c'est vrai que c'est dingue, quoi. Mais en même temps, bon, il y a combien de membres là dans Léonis, Investissement? Écoute, on est juste en dessous, je crois, on est de 400. Je crois qu'on est à 397 au moment où je te parle. Donc on sera 400 dans les jours qui viennent. Ouais, parce que bon, c'est ça qui est on va dire la complexité, de la structure. C'est que du coup, tu dois faire en sorte que, bon, bah, tout le monde se positionne le plus rapidement possible en termes de oui ou non, je mets de l'argent. Comme ça, tu dis, «Bon, ben on va prendre tant du deal» et après, il faut que tout le monde soit réactif en moins de 2 semaines, qu'ils aient fait leur virement et cetera, et c'est ça qui fait que, c'est bien parce que du coup, à être plusieurs, bon, on a comme tu le disais tout à l'heure, il y a plus de force de frappe en quelque sorte, mais d'autre côté, bah, vu qu'on doit essayer de récupérer tout le monde,
Il y en a qui sont toujours à la traîne, il y a quelqu'un qui a oublié de le Absolument. faire, et cetera. Donc ça rajoute, aussi une petite part de complexité et c'est cool que tu aies réussi à vraiment, on va dire donner le tempo, à tous les membres et que maintenant ça soit carré et qu'en 2 semaines, voilà, c'est élevé. Ouais. Écoute, alors c'est vrai que voilà, ça rajoute de la complexité. Effectivement, j'essaye d'imposer ce rythme. Moi, enfin, c'est pas pour me faire plaisir, c'est parce qu'on est obligé. Mmh. Effectivement, les membres sont plutôt habitués aujourd'hui. Effectivement, en général, ça va très très vite. J'ai aussi effectivement mis en place un système qui est rapide. Les gens, ils ont, tu vois, ça leur demande 10 minutes, hein, pour faire leur investissement. C'est pas long, donc ils ont le temps de le faire en général le jour même. Mais je t'avoue que malheureusement, on a toujours, bon, mais ça c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. On a toujours des retardataires, des gens qu'on attend, et il y a toujours quelques personnes qui sont à la traîne. Il y a 90-95% des gens qui sont au taquet et c'est nickel et ça arrive tout de suite. On a toujours des gens à la traîne, soit des nouveaux, soit des gens qui avaient une urgence et ça peut arriver. Donc, mais c'est normal sur la quantité. Voilà, c'est pas dans un monde parfait, mais dans l'ensemble, enfin, le plus important c'est que ça marche, on y arrive. On investit et voilà. Après, dans le détail, il y a des petites, parfois des petits accros, mais ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Ouais, carrément et justement, sur combien de boîtes tu as investi, en fait, depuis le début? Parce que du coup, ça fait 4 ans. Pour essayer de déterminer, à quoi ressemble le portefeuille, Léonis, quoi, à date. Absolument. Alors écoute, j'ai fait le calcul ce midi, parce qu'on m'a posé la question, et on vient d'investir dans notre 30e boîte en 4 ans. OK, ça fait une moyenne de je dirais 6 boîtes par, un petit peu plus, non? Ça fait 7,5, 7,5, ça fait ouais. 7 ou 8 par an. Oui. En fait, ça s'est pas passé comme ça, on a plutôt une accélération. Donc, le club, il a commencé en mai 2017. Sur 2017, la moitié plus 2018. En tout, on a fait 4 investissements, donc tout petit. En 2019, on en a fait 9, un peu plus. Et en 2020, on en a fait 14. Donc moi je cours pas du tout après la quantité, hein, je fais de la qualité avant tout, je cours pas après faire le plus de deals possible du tout. Mais qu'en fait comme j'ai de plus en plus de contacts, de réseaux et de plus en plus accès, et maintenant encore plus avec le Y Combinator, et ben effectivement je vois passer finalement beaucoup plus de bonnes boîtes qu'avant, ce qui est super. Mmh. On pourrait croire vu que la quantité a augmenté, que je suis passé de 9 à 14, on pourrait croire que le niveau a baissé. En fait, je suis passé de 9 à 14 et le niveau en même temps a augmenté. Donc ça, c'est assez chouette. Voilà, cette année en 2021, j'en ai déjà fait 3. On est en mars au moment où on fait cet enregistrement, mars 2021. Et je pense que je vais en faire une quinzaine, entre 10 et 15. Je ne vais pas forcément monter au-dessus de 15, mais entre 10 et 15 cette année, quoi. Ah Voilà. ouais, ça fait un sacré tempo là. Ça fait, Écoute, c'est bien, ouais, c'est bien. ouais. Ah ouais. C'est bien, mais alors, encore une fois, hein, je m'impose rien. J'ai pas de minimum. Je dis pas je veux faire en minimum 10 parce que sinon, si j'avais rien, je serais obligé de proposer une startup moyenne, hein, si j'en avais promis un certain nombre. Donc, c'est que quand je vois une startup vraiment sur laquelle j'ai une très forte conviction, Mmh. sur laquelle je suis excité, comme on dit, même si ça paraît, enfin, c'est plus en anglais exciting, mais vraiment Mmh. une startup qui m'excite en disant, voilà, j'y crois énormément, etc. Ouais. D'autant plus que moi j'investis personnellement dans tous les deals, donc faut que j'ai envie d'y C'est investir. skin in the game. Voilà, skin in the game, exactement. Voilà, donc j'ai pas de minimum, mais 15, c'est parce que j'ai effectivement accès à énormément de boîtes. Mais je te dis, je pense que je vais en faire 15 cette année. En fait, j'en sais rien, on verra. Mmh. Mais effectivement, j'ai accès à plein de boîtes. Et si j'ai accès à des bonnes boîtes, par contre, je me prive pas, je les propose. J'ai des convictions fortes, je trouve qu'elles sont géniales, j'y crois. Eh ben, évidemment, je vais pas me retenir d'investir et de les proposer aux membres du club qui sont ravis parce que c'est ça qu'ils attendent, hein. Ils veulent des super projets. Donc Ouais, bien voilà. sûr. Puis, c'est vrai que là, on sent la puissance de l'effet de réseau, quoi. Plus ça va et plus ça va. Bien sûr, Et absolument. plus tu as de belles Ouais, ouais. boîtes et du coup, quand tu me dis 15, waouh, je trouve c'est, enfin, c'est la preuve, en fait, que tu as déjà, des choses, qui sont sur le feu, quoi et tu sens que ça va être une belle année pour les startups, 2021 parce que bon, suite au corona et cetera, je pense que ça a quand même été un déclic, pour, on va dire pour l'économie, pour beaucoup de secteurs, économiques et je pense que voilà, ton parti pris d'aller à 100 sur des boîtes digitales, ça il se valide, encore une fois, et encore plus, 2020-2021 quoi. Absolument.
Tout à fait. Alors, tu as complètement raison d'en parler parce que, tu vois, on a eu 0 boîte du portefeuille en difficulté en 2020. Aucune boîte dans laquelle on a investi a eu des difficultés. Toutes les boîtes se portent bien, certaines ont complètement explosé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chômage. Il y a eu un pic énorme de licenciements en 2020. Il y a eu des centaines de milliers d'Américains qui se sont retrouvés sur la paille. Et donc ça, c'est idéal pour des tas de créations de business, des business qui ont été créés l'année dernière, dans lesquels là, on est en train d'investir. Tu vois, ça y est, les business, ils ont 6 mois, 1 an. Et donc, ça y est, c'est le moment où ils cherchent des investisseurs. Ils ont créé leur business model, ils ont fait leur premier pas, ça marche, et ils font appel à nous. Donc 2020 a été une très très belle année pour le club. On a fait des investissements magnifiques. Les plus beaux investissements à date dans le club, ils ont été faits en 2020. Et ça a été pareil chaque année. Encore une fois, comme on a accès encore à des meilleurs deals, que je suis encore plus sélectif encore plus sélectif dans ma sélection. C'est pas très beau à dire, mais c'est comme ça. Et donc 2021, je pense, sera une très 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 belle année aussi. Effectivement, le digital, qui est ma thèse depuis 4 ans avant le Covid, a été complètement validé. Et il y a encore un boulevard. Et même après le Covid, quand les gens ressortiront et retourneront au restaurant et dans les bars, on pense que le voyage d'affaires va diminuer définitivement. Les gens continueront à utiliser les outils online. Et il y a encore énormément de choses. Et même si les gens sont pas chez eux, on utilise le digital de plus en plus. Il y a Netflix, il y a les jeux vidéo, il y a les smartphones, il y a etc. Donc il y a encore un boulevard. Donc oui, je suis très confiant pour 2021. Après, tout à l'heure, tu as dit j'ai plein de trucs dans mon sac à dispo. En fait, pas du tout. Je fonctionne vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai pas 15 deals sous la main. Au moment où je te parle, j'ai 0 deal en vue pour l'année. Tu vois, j'en ai fait déjà 3 cette année, mais j'en ai aucun autre. Il y a rien. Et moi, je fonctionne vraiment comme ça parce que quand je rencontre une startup et qu'elle me plaît, bah voilà, j'ai investi. Alors c'est pas instantané, on réfléchit, je creuse pour être sûr, etc. Évidemment, il y a tout un process, mais voilà, je trouve un projet, boum, j'y investis. Je prépare pas à l'avance parce qu'en fait, il y a une notion de timing. Les startups, tu les rencontres au moment où elles cherchent des investisseurs, elles lèvent des fonds, et donc ça se prévoit pas 6 mois à l'avance. Il y a pas une startup qui me dit tiens en septembre, voilà, c'est soit maintenant, soit jamais en général. Ce qui rend ce métier à la fois génial, tous les jours sont différents. Je me lève le matin, je sais pas ce que je vais faire, et à la fois c'est vrai qu'on n'a pas de prédictibilité. Je peux pas te dire dans quelle boîte je vais investir en septembre. Je peux même pas te dire dans quelle boîte je vais investir en avril. Donc voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que pour le moment, tu investis surtout dans des boîtes, en seed, quoi. Mais si, admettons, vu on parle un peu de futur et de prédictibilité, admettons si, bon, bah, le club grossit et tu passes de 400 investisseurs à 800 ou 1000, à un moment, tu te poseras peut-être la question de: «Est-ce que, je serais pas en capacité d'investir sur des séries A ou des séries B?» Bien sûr, Et donc qui bien sont sûr, on le fait des déjà d'ailleurs. ouais. Ouais, tout à fait. Et donc à ce moment-là, il y a une forme de prédictibilité, de prédictabilité. Parce que quand tu vois une, Un petit peu, mais pas OK. forcément. Un petit peu, mais pas forcément. Pardon, je te coupe, mais oui, alors on le fait déjà un petit peu aujourd'hui, série A, un petit peu de série B. Mais de la même manière, si tu veux, les boîtes, une boîte qui va faire sa série B, elle peut le prévoir un peu en avance, mais l'entrepreneur, il va pas s'amuser à faire son roadshow en avance. Avant, il est concentré à faire son métier de chef d'entreprise et de faire grossir sa boîte. Et puis, on va entrer en contact au moment où il fait sa série B et pas avant. Et donc, sauf si on se connaît déjà et qu'il me dit, dans 6 mois, je vais faire ma série B, je veux que tu investisses. Mais par ailleurs, moi, 6 mois avant, je peux pas savoir si ça va m'intéresser d'investir ou pas. Mmh. Parce que j'ai besoin de savoir quels sont les chiffres à ce moment-là. Et donc, je peux pas prévoir dans 6 mois, j'investirai. Je peux dire, cette boîte, elle m'intéresse, je garde un œil. Mais je peux pas te dire dans 6 mois j'investirai parce que dans 6 mois ce sera quoi les chiffres? Qu'est-ce que tu me présentes? Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pas un métier où on peut prévoir longtemps en avance, Ouais, mais ouais, c'est pas ouais. grave. Y a pas de souci, tu vois. Je vis très bien comme ça. Ah ouais, carrément. Bah, de toute façon, tu prévois sur une tendance macro peut-être, ou micro par rapport à un segment d'activité, enfin tu peux te dire: «Bon, bah, ce marché-là, il va continuer à grossir», quoi. Dans le sens où, par exemple le e-commerce, tu as une boîte, un SaaS dans le e-commerce qui fonctionne bien, qui a prouvé sa traction. Tu as une prédictabilité dans le sens où, tu te dis: «Bon, bah, à moins qu'il fasse une grosse erreur, ce SaaS va toujours fonctionner», quoi. Hem, Bien sûr. dans ce sens-là. Ça, c'est la beauté, c'est que quand t'as trouvé une belle boîte et qu'elle commence à marcher, après tu te permets de rêver et de te dire ça va marcher, ils vont entrer en bourse, ça va être génial, etc. Encore une fois, on n'a pas de certitude. Mais effectivement, il y a des secteurs, vraiment des tendances long terme que je suis, qui m'intéressent. Ce qui est super quand on investit dans les startups, c'est que mon métier, si tu veux, c'est de réfléchir au futur. Donc
je peux pas le connaître, le futur. J'ai pas de boule de cristal, encore une fois, mais c'est de réfléchir à qu'est-ce que ce sera le monde de demain et comment créer de la valeur à partir de ça. Donc, c'est vrai que j'ai parfois l'impression de vivre un peu plus dans le futur que le reste des êtres humains normaux, parce que je passe ma journée à voir des projets de gens qui t'expliquent de comment ils vont transformer le monde pour créer le monde de demain. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est grave cool comme job. C'est vrai. Ouais, non, c'est hyper cool. Vraiment, Ouais, absolument. tu dois être quand même grave content aujourd'hui de te dire je fais vraiment un job. Enfin, t'es à la limite entre un futurologue, un investisseur et un entrepreneur, tu vois, genre. Alors ouais, je dirais pas futurologue, mais en tout cas, je pense que, enfin, en tout cas, je pense, comme je viens de le dire, que le métier de l'investisseur, c'est de réfléchir à l'avenir. Effectivement, c'est un métier que j'adore. C'est un métier hyper stimulant intellectuellement parce que je rencontre toute la journée des chefs d'entreprise hyper brillants et effectivement, ils me pitchent leur idée et effectivement, c'est à moi de réfléchir à comment je me projette quoi dans le futur par rapport à cette idée-là. Donc c'est hyper intéressant. Et puis par ailleurs, je passe énormément de temps à juste vraiment à me nourrir en fait pour comprendre le monde de demain, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, hein, déjà le monde de demain. Donc je passe beaucoup de temps à lire, je passe beaucoup de temps sur internet à lire des articles, à regarder ce qui se passe, j'écoute des podcasts, je me tiens au courant de l'actualité. Euh, Bah voilà, justement, et tout ça, ouais, vas-y, dis-moi. justement, on arrive vers la fin du podcast et ça tombe vraiment bien que tu nous parles de ça parce que c'était ma prochaine question. On va dire, Dis-moi. quelles sont les sources d'informations, si tu peux nous recommander, voilà, quelques sources, si on a envie d'être informé dans le milieu des startups, ou tout simplement essayer de comprendre, ce que tu as lu. Je sais que tu lis beaucoup, ça fait partie de tes objectifs, annuels, d'avoir une certaine Tout à fait, quantité de ouais. livres, avoir lus. Voilà, si tu as notamment ta chaîne YouTube, bien sûr, tu pourras nous en parler, mais d'autres chaînes YouTube, des podcasts comme tu disais. Voilà, des recommandations en termes de contenu pour ceux qui veulent aller plus loin que ce podcast et se former encore plus. Écoute, alors, moi, la chose qui a eu vraiment le plus d'impact sur moi, vraiment, c'est la lecture, effectivement. Moi, je lis donc beaucoup. Je me suis fixé en 2020 l'objectif de lire 52 livres par an. J'ai raté, je suis arrivé à 47, mais c'est un bon chiffre. Et en 2021, je me suis refixé de lire 52 livres. J'espère que cette fois-ci, je vais le tenir. Pour l'instant, je suis dans les clous. Donc voilà, ça fait un livre par semaine, hein. C'est vrai que c'est assez énorme. Alors, j'ai pas fait ça dès le début. J'ai commencé par lire 12 livres par an, puis 24. Voilà. Mais la lecture vraiment m'a énormément apporté. C'est incroyable à quel point la lecture m'a apporté. Alors bon là, voilà, j'ai quand même, ça y est, ces dernières années, ça y est, je commence à avoir lu quand même pas mal de livres, donc je peux pas tous les citer, mais euh, Nassim Nicolas Taleb, t'en as parlé, hein, Ouais. le Black Swan, Antifragile et Skin in the Game, ça J'ai c'est acheté extraordinaire. Licerto avec, la totale, Voilà, quoi. c'est Et c'est, exactement, donc il faut lire ça. C'est pas facile à lire, mais c'est brillant. Moi, j'ai lu Ray Dalio, bien sûr, vachement bien, qui est le gérant du plus grand fonds d'investissement du monde. Pareil, difficile à lire, mais brillant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a sur l'investissement? Bon, il y a Robert Kiyosaki, c'est plus classique, mais c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on a qui est hyper bien? Des grands classiques. Bah, j'ai lu des livres de Warren Buffett. Il y a plusieurs livres. Lui, il en a pas écrit, mais il y a des livres sur lui. Il y a un livre de sa femme. OK. Qui parle de lui. Enfin, il y a des livres, des trucs super sympas. Donc, pas mal de choses comme ça. En tout cas, la lecture, ça a eu un profond impact sur moi. Après, moi, je me tiens beaucoup au courant sur Twitter. En fait, j'aime beaucoup Twitter. J'ai redécouvert. J'ai pas été pendant des années. Puis voilà, je suis très peu de gens sur Twitter, mais des gens vraiment très qualifiés dans Mmh. ce domaine-là. Et ça, c'est vachement intéressant pour moi. J'y vais quasiment quotidiennement sur Twitter. C'est vrai ça, Twitter, je Euh, suis d'accord avec, Twitter. Moi aussi, j'avais un peu boudé Twitter, pendant plusieurs années mhm. et là, je m'y suis remis parce que je voulais suivre un peu, l'écosystème, crypto qui est beaucoup, sur Twitter Ouais. et du coup, c'est assez plaisant aussi, ouais, en termes d'information, voilà. Tu suis vraiment les gens que tu écoutes, quoi et puis comme ça, Voilà. tu as Ouais. une sorte de tri, de base. Je trouve que, ouais, je trouve que le secret pour avoir une bonne expérience sur Twitter, c'est de suivre peu de monde. C'est contre-intuitif, hein. T'as toujours tendance à suivre tout et n'importe qui. Et en fait, moi, je suivais des centaines, je sais pas, ou des milliers de personnes, et j'ai tout nettoyé. Et aujourd'hui, je suis, je crois, 80 personnes. Donc, tu vois, c'est très, 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 très peu. Mmh. Mais ça me donne vraiment une super expérience. C'est des gens que j'ai vraiment sélectionnés. Et parfois, je suis quelqu'un pendant un mois, puis je me dis, mais en fait, ça m'apporte rien, ça m'intéresse pas. Même si c'est des gens connus et tout, je les dégage, tu vois. Mmh. Euh, donc, et je suis pas les gens juste parce qu'ils sont connus, tu vois, je sais pas quoi, Barack Obama Ouais. ou Joe Biden, je m'en fous complètement. Donc, je suis pas Joe Biden, tu vois, c'est pas, Mmh. voilà. Tu vas plutôt Donc, suivre il y a des ça. investisseurs qui ont des choses à dire, je suppose, peut-être des Des gens, gens des gérants de exactement qui ont un fonds avis que je d'investissement, respecte. des entrepreneurs, Ouais, absolument.
OK, ouais. Exactement, tout Mmh. ça. Ouais, ouais, tout à fait. Donc Twitter, la lecture, quelques podcasts, mais en fait, il y a pas grand-chose. J'écoute plus trop de podcasts parce que j'ai pas le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bon après, bah, voilà, moi je regarde beaucoup sur internet, sur LinkedIn ou sur les blogs ou ce que tu trouves sur internet, les actus, tu vois, je sais pas, TechCrunch, Mmh. ce qui se passe dans le milieu startup, quoi. Product Hunt, hein, c'est génial, Product Hunt. Ouais. Euh, Plein de choses comme ça, quoi. Voilà. Et Après, ouais, tu voilà, utilises ouais, dis-moi. l'outil, Crunchbase? Qui est assez connu en Oui, bien termes sûr. de Ouais, ouais. Alors, c'est pas pour s'informer oui, Crunchbase, oui. hein, c'est pas pour être tenu au courant de l'actualité, mais en termes de base de données, ouais, Crunchbase, c'est énorme. C'est vraiment donc une base de données, hein, pour ceux qui connaissent pas, de toutes les startups, tous les montants levés, tous les investisseurs. Donc, chaque startup, quelle somme elle a levé, auprès de qui sont les investisseurs dans cette boîte-là, etc., etc. Donc, c'est génial. Crunchbase, c'est vraiment super, super bien. Ouais, ouais, j'utilise de temps en temps, ouais, absolument. Enfin, c'est un outil à avoir. Il faut avoir Ouais, ça, ouais, absolument. carrément, je suppose. OK, cool. Voilà. Bah, c'est Ouais. déjà pas mal en termes de ressources. Enfin, c'est surtout des livres, quoi, mais bon, c'est quand même bien et puis si jamais, je vois derrière toi, il y a ton livre, «Mes secrets Ouais, bien d'investisseur», sûr. voilà, qui est assez court, qui est condensé, quoi. Hem, Ouais, tout à fait. Donc effectivement, si quelqu'un, alors c'est gentil de faire ma pub. En tout cas, tu posais la question de pour aller plus loin dans l'investissement dans les startups. Évidemment, mon livre en français est une ressource puisque je parle de mon parcours, comment j'en suis arrivé là, et puis je détaille énormément quels sont justement mes critères d'investissement. On les a évoqués dans ce podcast, mmh mais je rentre beaucoup beaucoup plus dans le détail. Donc ouais, ouais, c'est tout à fait une ressource pour investir, ouais, ouais, dans les startups, évidemment. et puis la chaîne Et il y a d'autres YouTube sujets abordés puis la d'ailleurs. chaîne YouTube aussi, Léonis Investissement, qui a quand même, enfin, on va dire, tu as les 400 investisseurs dont tu parles, ils t'ont connu, grâce à YouTube, quoi. Tu vois, tu t'es fait, connaître grâce à YouTube. Ouais, absolument. Donc, ouais, ouais, tout à fait. L'histoire du club Léonis Investissement, c'est aussi l'histoire de YouTube, hein. Je suis youtubeur à mes heures perdues, et c'est comme ça effectivement que je me suis fait connaître auprès d'eux. Je peux pas dire que je me suis fait connaître tout court Mmh. parce que je suis loin d'être Oui, connu, pour mais des c entrepreneurs, peut-être c'est différent, mais pour les investisseurs, ouais, il y a beaucoup de gens qui s'informent sur l'investissement sur YouTube, et tout à tu fait. Ouais, combien ouais, c'est aujourd'hui? de Tu là as que 15 000 vient la abonnés, je communauté. crois? 21 000. 21 000, ouais, ah bah, c'est encore, ça a pris, encore plus d'ampleur, pendant le confinement, j'ai l'impression. Ouais, ouais, bien sûr. Bah oui, les gens étaient chez eux, Ouais. donc ouais, ouais, absolument. OK, cool, super. Bah, écoute, la dernière question, pour Ouais. la fin de ce podcast, c'est, à quoi ressemble ton portefeuille? Donc je suppose qu'il y a beaucoup de startups, mais je te laisse, voilà, nous faire une petite répartition. Tu es pas obligé de rentrer dans les détails au niveau des montants, mais si tu peux nous donner des pourcentages, histoire que, on se fasse une idée, de comment tu as réparti, bah, tes actifs. Ouais, absolument. Alors écoute, pour moi, il y a 5 grands piliers de l'indépendance financière, et dans ces 5 piliers, il y en a un qui est pas un investissement, c'est l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est mon business, c'est Léonis Investissement. Les 4 autres piliers, c'est de l'investissement. Alors, il y a bien sûr l'investissement dans les startups. Donc effectivement, c'est là où j'investis la majorité de mon argent, pour une raison simple, c'est qu'en fait, je sais faire, j'ai accès aux startups et je sais les sélectionner, et donc c'est là où je vais gagner le plus et avoir le plus d'effet de levier, parce que c'est là où je suis vraiment le meilleur, j'ai un vrai Mmh. savoir-faire. Donc une bonne partie, c'est les startups. Ensuite, les 3 autres piliers, c'est la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies. Donc assez classique. Alors, les crypto-monnaies, j'ai beaucoup investi en 2016-2017. J'ai eu la chance d'être plutôt au début, et depuis, j'ai beaucoup investi, mais depuis, j'ai arrêté d'investir de nouveau de l'argent parce que j'avais investi pas mal d'argent. Et puis en plus, comme c'est beaucoup monté, bah, voilà, ça fait un portefeuille qui est sympa. Et donc aujourd'hui, je n'investis plus d'argent supplémentaire dans les crypto-monnaies, mais j'ai un portefeuille crypto-monnaies long terme auquel je crois et que je laisse tourner, tout simplement. Mmh. Ensuite, l'immobilier. Écoute, j'en ai fait pas mal. En fait, j'en ai fait avec mes frères. On a fait ça en famille. OK. On a fait de l'investissement immobilier locatif. C'était super sympa parce qu'on a appris plein de choses. On a fait des très très beaux projets. Donc, on a acheté 3 appartes en 4 ans. Et voilà, on a appris plein de choses. Et puis, c'est trop sympa de le faire en famille. Ça nous donne vraiment l'occasion de passer du temps ensemble, de se voir. Mmh. On se voit pour des sujets chiants de putain, il y a une fuite d'eau, il y a un machin, il faut que je te refile les clés et tout. Mais au moins, on se voit, et on est content. Ouais, c'est vrai. Avec mes 2 petits frères. Voilà, c'est super bien. Et, ils sont plus jeunes que moi, mais ils sont tous les 2 à fond dans le projet aussi. Donc c'est bien. Là, on est un peu sur pause parce que bon, pendant le Covid, évidemment, on fait pas de la location saisonnière, là, ça a été catastrophique. Mais malgré tout, même en location classique, on a quand même eu
eu pas des petits soucis, mais c'est pas évident. Voilà. Donc c'est pas mal. Et puis moi, j'ai mon appartement dans lequel je vis, donc ça fait pas mal d'immobilier, ça demande pas mal de temps de gestion. J'ai pas envie d'en faire plus. C'est déjà pas mal. J'ai ce portefeuille-là, c'est une diversification, donc c'est très bien. Mais aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de faire plus d'immobilier. Ça peut changer dans un an ou deux. Voilà. Et puis, la bourse, bien sûr, la dernière chose. Voilà. Alors la bourse, j'ai commencé assez tard. En fait, j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Voilà. Pendant des années, j'investissais dans les startups, j'investissais pas du tout en bourse. Puis j'ai commencé à investir en bourse. Alors j'adore ça, je trouve ça extraordinaire. Alors en bourse, j'investis très long terme, hein. Je fais pas du tout de trading, ça m'intéresse pas. C'est j'investis sur des actions et j'investis pour 10 ans, 20 ans sans y toucher. Donc un peu la technique de Warren Buffett entre guillemets si on veut, mais j'investis plutôt sur des ce que j'appelle des grosses startups. Donc c'est des boîtes qui étaient des startups de la Silicon Valley qui rentrent en bourse. Airbnb est un très bon exemple sur lequel j'ai investi par exemple et qui performe déjà très très bien. Et donc ça, j'adore. Je trouve ça vraiment super intéressant. La bourse, c'est vraiment... je pense que sur le long terme, la bourse, ça peut vraiment être une grosse partie de mon portefeuille, que c'est hyper intéressant. Et puis c'est vachement bien parce que c'est vraiment un investissement dynamique. Alors ça peut baisser de 30% en une semaine, mais sur le long terme, ça monte et ça peut vraiment créer de la richesse. Je pense que ça peut vraiment me créer de la richesse. Donc j'aime beaucoup. Et donc j'investis pas mal là-dessus parce que mon portefeuille partait de zéro et donc je voulais le rattraper plus au niveau des autres, quoi, tout simplement. Donc j'investis pas mal en bourse depuis 2 ans et demi. Évidemment, depuis 2 ans et demi, la bourse a monté. Donc quand la bourse monte, tu sais quand la bourse monte, tout le monde est intelligent. Ouais. Et puis on aura des pics, etc. Mais je m'inquiète pas du tout. Enfin, entre guillemets, je m'en fous déjà d'avance parce que j'investis sur le long terme. Donc je suis serein. C'est pour dans 20 ans, 30 ans. Voilà, mon portefeuille en quelques mots. Voilà. Honnêtement, ça donne envie, hein. En plus, c'est bien d'avoir cet état d'esprit vraiment à long terme, quoi. Je suppose que t'as pas besoin tous les investisseurs devraient avoir une stratégie à long terme, avec peut-être des déclinaisons sur du moyen et du court terme en fonction des objectifs de chacun, mais ouais, moi, c'est à peu de choses près, mon portefeuille est le même, sauf que j'ai pas eu l'occasion encore de rentrer dans de l'immobilier en dur, vraiment dans l'immobilier locatif. Les grands esprits se rencontrent alors. Très franchement, l'immobilier, si je partais de zéro aujourd'hui, en fait, je ferais pas d'immobilier. Parce qu'en fait, le ratio, Temps. ce que ça va te rapporter, ouais, et par rapport au temps que tu y passes, pour moi, il est pas bon. Un portefeuille boursier, tu peux avoir, 10 millions d'euros en bourse et tu peux y passer 1 heure par an. Alors que l'immobilier, tu vois, le premier appart qu'on a acheté, il coûte 190 000 euros, on s'y est mis à 3, et donc dans 20 ans, on aura gagné 190 000 euros à 3, c'est-à-dire moi j'aurais gagné 60 000 euros. 60 000 euros en 20 ans, en y passant du temps tous les mois, en fait, c'est pas un bon calcul. C'est pas, voilà. Donc, moi, je ferais pas forcément l'immobilier. Et pour reprendre sur ce que par contre, pour revenir sur ce que tu disais, tous les investisseurs devraient avoir une stratégie long terme, moyen terme, court terme. Moi, personnellement, on vit dans une société où tout le monde veut du court terme, de la satisfaction instantanée. Moi, je pense que l'investissement, on devrait faire que du long terme. Pour moi, investissement et court terme, ça ne va pas ensemble. Tout le monde veut gagner de l'argent tout de suite. C'est normal, c'est humain. Moi, le premier. Mais pour faire ça, il faut faire du business. Il faut pas faire de l'investissement. Le business, ça peut être l'entrepreneuriat, mais pas forcément. Ça peut être tes salariés et tu vas, j'en sais rien, revendre tes fringues sur Vinted, donner des cours de piano, de flûte ou de mathématiques le week-end, ou j'en sais rien, cuisiner et vendre tes plats à tes voisins. Tout est possible. On appelle ça des side hustles, faire des petits trucs à côté. T'es pas obligé de monter ta boîte et d'être dans la startup nation. Tu peux te faire de l'argent à côté. Mais c'est ça pour avoir de l'argent tout de suite. Par contre, l'investissement, c'est sur le long terme. Alors, quand tu investis sur le long terme, ce qui est incroyable, si tu investis dans les bons trucs, c'est que tu es quasiment sûr de gagner de l'argent. Si tu regardes la bourse, elle a toujours été rentable sur 20 ans, sauf une fois avec la crise de 29. Mais même si tu t'es tapé la crise de 29, c'était rentable non pas sur 20 ans, mais sur 30 ans. Donc, si tu as un horizon de 30 ans, tu es sûr à 100% de gagner de l'argent. Imagine, je te dis, bonjour, j'ai une méthode où tu es sûr à 100% de gagner de l'argent. Évidemment, tu vas me dire, mais c'est génial. Sauf que les gens, ils n'ont pas la patience de faire ça. Et comme ils veulent du court terme, ils vont aller dans des trucs qui sont beaucoup moins intéressants. Ils vont faire du trading. Le trading, pour moi, personnellement, je l'ai toujours dit publiquement, je suis contre. Je trouve que c'est une connerie. Je suis contre aussi. Parce que ça te prend du temps. Ça te prend du temps. Une fois sur deux, tu gagnes. Une fois sur deux, tu perds. Donc à la fin, tu as dépensé ton temps, qui est ta ressource la plus précieuse, et t'es revenu à zéro. Alors que des investissements long terme, que ce soit immobilier, bourse, start-up, même crypto, pourquoi pas, tu fais ton investissement une fois et après c'est terminé, t'as pas à t'en occuper. Donc, t'es sûr de gagner de l'argent. Ça te prend moins de temps.
Donc voilà, je veux dire, tu vois, c'est simple comme bonjour. Voilà. Ouais. Et effectivement, on est focus, on voit que le bout de notre nez, on pense court terme. Voilà. Alors, si tu veux faire du court terme, tu peux faire de l'achat-revente immobilière. T'achètes, tu rénoves, tu revends. En fait, ça s'appelle du business. Donc on en revient toujours à la même chose, tu vois, ça s'appelle du business. Voilà, bon, je voulais te parler de ça Oui, parce que c'est un sujet qui me non, tient à cœur. mais moi aussi, c'est un sujet super important et je le vois chez Juicy, il y a beaucoup de gens qui filtrent, genre sur du court terme, genre, vraiment je veux investir sur 1 ou 2 ans et moi je dis souvent, voilà, l'investissement c'est du long terme. Sinon, tu as raison, si tu veux faire un investissement à court terme, investis ton temps et un petit peu d'argent que tu as de côté pour essayer de lancer un business. Peut-être et Absolument. pas une start-up, mais vraiment un business en mode solo, heu et ça se fait beaucoup et nous sur Juicy aussi enfin, après, il y a des degrés de difficulté, mais tu vois, tu peux très bien racheter, si tu as de l'argent de côté, tu peux très bien racheter un SaaS ou un site internet, et essayer de l'améliorer si tu as des compétences, qui vont Mmh. permettre, d'apporter quelque chose à ce site et en faire ton business ou même le débuter de zéro, hein. Tu es pas obligé de racheter un site existant. Mais voilà, il y a des possibilités dans ce sens-là ou même, tu vois, je sais que, tu vois, il y a des investissements de type bien divers, genre les sneakers. Mais les gens qui gagnent le plus Mmh. d'argent en investissant sur les sneakers, c'est pas forcément ceux qui vont acheter une paire ou 2 et les conserver à long terme, même si c'est bien sélectionné, ça peut marcher. Mais c'est ceux qui vont faire de l'achat-revente et qui vont en faire leur business, qui vont créer une petite boutique, en ligne ou en physique et qui vont, vraiment, créer un réseau et essayer d'avoir les meilleures paires Mmh. et cetera, quoi. Donc, hem, Exactement. donc ouais, c'est, Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Moi, je trouve ça super parce que c'est très méconnu de racheter un business. Beaucoup de gens disent, mais je sais pas créer un business, j'ai pas d'idée, etc. C'est super que tu en parles parce que aujourd'hui, tu peux racheter un business pour quelques centaines d'euros. Pour moins de 1 000 euros, tu peux acheter un business. Alors, c'est un tout petit business hein, qui en général gagne pas d'argent, mais c'est pas la même chose. Tu pars pas de zéro, tu es le pied à l'étrier, donc c'est super bien que tu en parles. mmh, Ça peut être une très très bonne idée. Je pense qu'il y a un concept, tu vois, il y a un mec qui va se lancer sur YouTube, qui va lancer un nouveau truc là, racheter des business à moins de 1000 j'ai dollars vu un mec qui et fait les ça. développer. Ah bah voilà, il y a une niche là-dessus à prendre à mon avis qui est énorme. Et tu peux créer ton business en partant de zéro, mais racheter un business pour 500 euros, 1000 euros et partir comme ça, l'améliorer, je pense que c'est un super truc. Et effectivement, les sneakers, Mmh, c'est comme tu l'as dit, c'est pas l'investisseur long terme, là c'est le mec qui en fait un mmh, business. Voilà, c'est ça, il y a ouais. des business dans l'investissement, mais c'est bien un business en fait, parce que tu t'impliques avec ton temps. J'ai un Quoi. Ouais. autre exemple avec les sacs de luxe. Les sacs de luxe, c'est des Ah actifs, ouais. ouais, c'est considéré comme des actifs, Putain, c'est marrant. dans le sens où, les marques de luxe, en fait, augmentent, les prix des sacs tous les ans. Ah. Donc de base, en fait, Je connaissais les montres. les montres Je aussi. connaissais les montres, mais les sacs, Les ouais, c'est montres, la c'est même chose les encore sacs. Ouais. plus Ouais. compliqué à obtenir, même si les sacs aussi sont compliqués à obtenir, dans un sens, parce que tu dois passer un espèce d'entretien, tu vois? Genre pour acheter un sac, Hermès, ou des choses comme ça, enfin c'est un peu compliqué, mais c'est faisable et après tu as des Ah, c'est marrant. sites, qui sont spécialisés, en fait, dans la location de sacs de luxe. Donc c'est-à-dire tu achètes un sac de luxe qui va prendre de la valeur tous les ans, parce que la marque derrière le sac va augmenter la valeur du sac et en plus tu peux il peut te générer du cash flow et devenir un actif si tu le loues, régulièrement et cetera. Donc tu vois? Ah oui, tu peux le louer. Putain, c'est vachement Ouais, bien. ouais, Ouais. donc C'est c'est super c'est ça intéressant. qui est intéressant dans le sens où tu peux faire, des connexions entre des investissements et des business, pour, tu Exactement. vois, pour faire des choses intéressantes dans ce sens-là. Donc voilà. Bah, en tout cas, super intéressant. On arrive à 1 heure d'interview, Pile. 1 heure Ouais, pile, absolument. on est trop dans les temps. Donc bah, merci beaucoup Gabriel, on dit juste où on peut te retrouver, donc notamment sur Juicy, hein. Tu as une fiche, de présentation pour ceux que ça intéresse de rejoindre, Léonis Investissement. Tout est expliqué sur Juicy, mais vous pouvez aussi vous rendre sur, leonis.vc, je crois, tu as fait un C'est ça. Leonis.vc, donc VC comme Venture Capital, et la chaîne YouTube Léonis Investissement. voilà. Ouais, tout à D'ailleurs, fait. j'ai vu ton site, il est sur Notion, c'est ça? Ça Absolument. marche bien, Ouais, hein, tout à fait. j'aime bien le rendu, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau et simple. J'ai changé récemment. Mmh mh. Et, je trouve ça sympa. Bah, allez voir ce que vous pensez du site leonis.vc et vous nous mettez en commentaire pour ceux, je sais pas si sur le podcast pas forcément, mais sur Spotify, YouTube et tout. Mettez un commentaire et dites-nous ce que vous pensez du site. Ouais. Mais ouais, ouais, non, je trouve ça sympa. C'est simple en fait. C'est vraiment, tu vois, assez minimaliste. Mais je trouve ça très beau. J'ai eu la chance d'investir dans Notion il y a quelques mois, donc c'est un petit clin Ah d'œil yes! par rapport à ça. Félicitations, Ouais. très, très belle boîte et en plus, bah, justement, on peut voir, sur ce site, ton portefeuille. Pour ceux qui sont, vu qu'on pouvait pas trop faire de name dropping là, si vous voulez aller voir les boîtes, dans lesquelles, Gabriel a investi, vous avez accès au portefeuille. Voilà, bah, merci beaucoup Gabriel, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, dans Juicy Nation et puis, on se dit à bientôt, hein. Ben merci Joachim, merci beaucoup de m'avoir reçu. J'étais ravi. À bientôt sur le podcast Juicy Nation. Salut.
Merci pour votre attention. Avant de partir, 2 petites choses. La première, si l'épisode vous a plu, bien, s'il vous plaît, laissez-nous une bonne note sur Apple Podcasts ou Deezer ou Spotify en fonction de la plateforme que vous utilisez. On accepte uniquement les 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, laissez un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, je pourrais répondre. Et deuxième chose, vous pouvez retrouver la fiche de présentation de l'entreprise et des produits d'investissement qui ont été abordés dans cet épisode sur juicy.club, donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une vie pleine de richesses et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder de nouveaux investissements.